Les photos de traînées de lumière ou de tracés de lumière sont des photos où l'on capture de la lumière en mouvement. C'est finalement assez vaste comme sujet, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur les traînées de lumière dues aux véhicules motorisés. En effet, bien souvent pour ce type de photo, on va photographier le trafic, donc le trafic de véhicules. C'est le plus simple et le plus évident à photographier. Alors j'avais déjà fait la semaine dernière une petite vidéo à ce sujet, et dans cette vidéo je donnais les meilleurs lieux, les meilleurs sujets, aussi l'un des meilleurs moments pour prendre ce type de photos. De cette manière, ça fait pas une trop grosse vidéo à regarder, c'est moins lourd du coup pour vous. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble le matériel, les réglages et aussi la gestion de l'exposition pour du coup les photos de traînées de lumière. Allez, c'est parti, en avant, gagnant. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation vidéo gratuite sur les bases de la photographie. Vous avez aussi accès en description à un guide gratuit sur les bases de la photo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et en description, vous pouvez aussi retrouver le sujet de cette vidéo sous forme d'un article beaucoup plus long et détaillé. Donc si quelque chose vous intéresse en description, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Le matériel pour les photos de traînées lumineuses. Globalement, n'importe quel boîtier permettant de régler un temps de pause d'au moins 5 secondes devrait faire l'affaire. A noter quand même que les boîtiers 24x36 dits full frame produisent moins de bruit que les boîtiers avec des capteurs plus petits pour des valeurs ISO identiques. Donc ça peut être un type de boîtier intéressant pour les photos en basse lumière. Et pour ce type de photo, on fera des pauses de plusieurs secondes et donc normalement on n'aura pas augmenté trop nos ISO, et donc même un capteur plus petit comme un APS-C ou un 4/3 devrait faire l'affaire. Au niveau de l'objectif, globalement vous pouvez utiliser n'importe quel objectif, de l'ultra grand angle au téléobjectif. Plus votre scène sera large, plus il vous faudra un objectif court pour avoir un large angle de champ, comme un grand angle par exemple entre 24 et 35 mm, équivalent 24x36. Les objectifs fisheye et grand angle sont aussi les mieux adaptés pour les points de vue en hauteur sur les rues des villes ou pour avoir de grands monuments dans votre cadre. Les tracés sont aussi plus fins et plus élégants avec ce type d'objectif court. Les téléobjectifs fonctionnent mieux lorsque vous photographiez une route. Les traînées se perdent dans le lointain grâce à leur effet de compression de la perspective. Et ce type d'objectif donnera des traînées plus épaisses car on sera généralement plus proche d'elles visuellement. Ensuite, un trépied, c'est un accessoire indispensable pour ce type de prise de vue, parce qu'en effet, vous ne pourrez pas prendre ce type de photo à main levée à cause de la longue exposition qui dure plusieurs secondes. Si vous le faites, cela introduirait beaucoup trop de flou de bouger dans votre photo, dû au tremblement de l'appareil photo tenu par vos mains. Ensuite, un déclencheur à distance, donc la raison elle est toujours liée à la stabilité, parce que du coup, grâce au déclencheur à distance, vous n'aurez pas à toucher votre appareil photo, ce qui limitera le flou de bouger. Ensuite, un pare-soleil, c'est pas un accessoire forcément indispensable, mais il peut permettre d'éviter les reflets sur votre photo dus à la lumière ambiante. Ce qui est courant est peut-être un véritable problème dans les zones urbaines. Je vous rappelle que le pare-soleil ne bloque pas la lumière des sources qui sont dans le cadre, donc sur votre photo, mais il bloque uniquement les rayons des sources de lumière qui viennent de l'extérieur de votre photo, donc qui sont hors du cadre. Enfin, une lampe torche ou une lampe frontale pour vous aider à vous repérer dans les environnements sombres et aussi pour vous rendre plus visible par rapport aux autres, du coup pour augmenter votre sécurité et celle des autres. Maintenant, les bons réglages pour des photos de traînées de lumière réussies. Alors déjà, je vous conseille de vous régler en RAW ou éventuellement en RAW plus JPEG. La prise de vue brute vous donnera beaucoup plus de contrôle créatif et vous donnera aussi plus de latitude pour corriger la balance des blancs, pour récupérer certains détails ou encore pour réduire le bruit au post-traitement. Au niveau du mode de prise de vue, on choisira le mode manuel M pour un contrôle total, parce qu'en effet pour ce type de prise de vue, le posemètre interne dans notre appareil photo il sera totalement perdu, et donc il faut reprendre les rênes, se mettre en mode manuel pour lui faire comprendre ce qu'on veut faire. Au niveau des ISO, comme vous ferez de longues expositions donc qui dureront plusieurs secondes, cela vous permettra de régler vos ISO sur des valeurs basses comme par exemple 100 ou 200 ISO. Et ce qui est bien, c'est que ce type de valeur vous permettra aussi de réduire le bruit numérique. Vous pouvez aussi les laisser en automatique si vous avez une option de plage ISO. De cette manière, ils ne vont pas dépasser certaines valeurs ISO que vous avez réglées et ça vous évitera du coup d'avoir du bruit numérique surprise suite à une montée en flèche surprise des ISO. Ensuite, au niveau de l'ouverture, vous pouvez commencer à f8, mais il faut savoir que la bonne ouverture va dépendre de plusieurs choses, comme par exemple de l'orientation de vos traînées lumineuses et ou de la scène. Si par exemple elle s'étend en profondeur, alors une petite ouverture et donc une plus grande profondeur de champ peut être pertinente. Mais ça dépend aussi de vos ISO et de votre temps de pause que vous avez réglé, parce qu'en effet vous pouvez décider de vous cantonner seulement à certaines valeurs de temps de pause et certaines valeurs d'ISO, et donc ainsi vous devrez ajuster avec l'ouverture. Ça dépend aussi de l'effet que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez obtenir de longues traînées lumineuses intenses, alors vous allez allonger votre temps de pause, mais pour éviter une surexposition, vous serez peut-être contraint de fermer l'ouverture pour compenser.
Au niveau du temps de pause, vous pouvez commencer par 5 secondes pour avoir de longues traînées de lumière continues, et ensuite vous pouvez commencer à augmenter de 5 en 5 secondes pour voir un petit peu ce que ça donne et vous ce que vous souhaitez. Il faut savoir que de nombreux photographes se règlent sur 10, 20 voire 30 secondes et que généralement ça marche très bien. Et si vous voulez des temps de pause qui vont au-delà de 30 secondes, dans ce cas il faudra se régler en mode bulb. En fait le réglage il dépend de l'intensité de la source, sa vitesse de déplacement et de l'effet que vous souhaitez. Plus le temps de pause sera long, plus vous allez enregistrer de traînées lumineuses en quantité, et plus elles seront longues, et plus elles seront intenses, parce qu'en effet elles vont se superposer. Pour la balance des blancs, vous pouvez vous régler en tungstène ou en incandescent, mais le petit hic qu'il peut y avoir, c'est que vu qu'il y a pas mal de sources de lumière différentes avec des teintes différentes, eh bien c'est pas sûr que ce genre de réglage fonctionne. Mais si vous photographiez en RAW comme je vous le conseillais juste avant, vous allez pouvoir corriger la balance des blancs avec beaucoup de précision au post-traitement, donc c'est notamment aussi pour ça que je vous conseille de prendre en RAW. Au niveau de la stabilisation de l'image, quand on est sur trépied, c'est plutôt conseillé de la désactiver, sinon ça a tendance à faire des photos floues. Sauf dans certains cas, ça peut être intéressant de l'activer quand même si vous êtes sur trépied. Par exemple, si vous êtes sur des ponts ou des structures suspendues, en fait le passage du trafic peut faire vibrer un petit peu le pont et du coup votre appareil photo aussi, et ça peut être utile dans ce cas-là d'activer la stabilisation de l'image. Au niveau de la mise au point, en général la mise au point automatique sera totalement perdue pour ce type de scène où il n'y a pas assez de lumière et pas forcément assez de contraste, et donc il faudra passer en mode manuel. Et pour faire la mise au point manuellement, vous pouvez commencer par utiliser la mise au point automatique pour faire une première mise au point approximative. Vous pouvez utiliser l'écran LCD en mode Live View et zoomer pour mieux voir ce qui se passe. Ensuite, vous allez passer en mode manuel et ajuster du coup la mise au point manuellement avec la bague de mise au point sur votre objectif, toujours en mode Live View, toujours zoomé afin de bien voir précisément ce qui se passe. Et vous allez donc ajuster cette bague jusqu'à avoir le plus de netteté possible à l'endroit que vous visez. Et si vous bougez votre appareil photo d'avant en arrière par exemple, ou si vous changez sa distance focale, eh bien il faudra refaire ce processus de mise au point. Pour la mise au point, vous pouvez aussi faire le choix d'arriver plus tôt quand il y a encore assez de lumière, et en fait de faire la mise au point automatiquement sur un point très lointain pour faire la mise au point à l'infini par exemple. De cette manière, vous pouvez faire la mise au point automatique, et ensuite vous allez du coup bloquer la mise au point, et comme ça elle sera bonne pour toute la séance. Mais du coup il ne faudra pas bouger ou changer la distance focale. Vous pouvez aussi éventuellement activer l'option Long Exposure Noise Reduction avec mon magnifique accent. C'est un réglage qui permet de réduire le bruit en prenant deux photos l'une après l'autre, mais le petit bémol avec cette option, c'est que ça prend du coup 2 fois plus de temps de faire une photo. Maintenant on va voir comment gérer l'exposition. Alors l'exposition elle est assez aléatoire avec ce type de photo. Mais cette exposition imprécise, elle est en général compensée par l'effet créatif qu'on aura enregistré. En effet, ici on ne cherche pas à avoir le fichier photo brut le plus optimisé, enfin même si on essaye, mais on cherche plutôt ici à se concentrer sur le côté créatif et du coup à tenter quelque chose d'expérimental. Pour juger d'exposition, vous pouvez vous servir de l'écran LCD à l'arrière de votre boîtier et ou de l'histogramme. Alors rigoureusement, c'est pas des outils de mesure de l'exposition, c'est juste des indicateurs, mais faute de mieux, on fera avec. Avec l'écran LCD, vous pouvez vous demander si votre photo semble globalement trop claire ou trop sombre, s'il y a des zones qui devraient être sombres et qui sont claires ou inversement. Si la réponse est positive à une ou deux de ces questions, c'est probablement que votre photo est surexposée ou sous-exposée. Rappelez-vous quand même que votre écran LCD il est rétroéclairé et donc il aura toujours tendance à vous montrer les choses plus claires qu'elles ne le sont réellement. Vous aurez donc plutôt tendance à juger vos photos surexposées et vous aurez donc plutôt tendance à sous-exposer vos photos. L'histogramme est quant à lui un outil statistique. En fait, il vous donne la proportion et la répartition de la tonalité des pixels dans votre photo. Il se base sur la version JPEG de votre photo, pas la version RAW. L'histogramme il sert donc à voir si la photo elle est plutôt cohérente par rapport à la scène capturée. Et ce jugement aussi, on le fait à l'œil et c'est pourquoi c'est aussi imprécis. Si vous photographiez de nuit, votre scène sera globalement très sombre avec quelques zones très claires qui seront du coup vos traînées de lumière. Et donc du coup, pour exposer correctement, vous aurez deux repères. La grosse bosse qui va représenter la majorité de vos pixels sombres si vous photographiez de nuit, ils seront moins sombres si c'est plutôt dans la journée. Vous allez essayer du coup de les mettre à gauche, mais pas tout à fait à gauche pour ne pas avoir trop de noir bouché. Donc c'est des pixels en fait qui sont noirs et qui n'ont pas d'informations. Et si c'est plutôt une photo prise dans la journée, alors vous allez plutôt mettre cette bosse vers le milieu. Et le deuxième repère, c'est la petite bosse ou une fine colonne qui sera tout à droite. Ce sont vos très hautes lumières et donc ce sont en fait vos tracés lumineux. Si votre pic sur la droite n'est pas présent et que votre grosse bosse est trop à gauche, c'est que vous êtes sous-exposé. Si le pic tout à droite est trop large et vous semble disproportionné par rapport aux très hautes lumières des traînées lumineuses de la scène, c'est que votre photo est surexposée. Et si la grosse bosse est au milieu ou sur la droite alors qu'il fait nuit, vous êtes aussi surexposé. Alors attention quand même, je vous le dis au cas où, mais les deux repères qu'on vient de voir ensemble, ils fonctionnent très bien pour le type de photo qu'on vient de voir ensemble, à savoir du coup les photos de traînées de lumière la nuit.
Mais bien sûr, ça sera ajusté en fonction de la scène qui se trouve devant vous. Si vous souhaitez ramener l'histogramme sur la gauche et donc moins exposé, vous allez raccourcir votre temps de pause et ou fermer l'ouverture et ou diminuer les ISO. Et pour ramener l'histogramme sur la droite, donc augmenter l'exposition, vous allez allonger le temps de pause et ou ouvrir l'ouverture un peu plus et ou augmenter les ISO. On arrive à la fin de cette vidéo sur les traînées lumineuses, j'espère que ça vous a plu. J'avais fait du coup la première petite vidéo, j'avais l'impression que ça avait assez plu, du coup je me suis dit bon, j'enchaîne direct avec la grosse vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime, voire à mettre un commentaire si vous êtes d'humeur bavarde, voire à partager cette vidéo si elle peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. Je vous encourage à faire ces petites actions, au moins en tout cas le j'aime, c'est pas grand chose pour vous et ça aide beaucoup la chaîne, donc c'est cool si vous le faites. Je vous rappelle qu'en description vous avez accès à ma formation vidéo sur les bases de la photo, et aussi à mon guide gratuit sur les bases de la photo. Et en description, je vous laisse aussi un article beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé sur le sujet qu'on a abordé dans cette vidéo. Donc si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour en description. Moi, je vous laisse ici à vos traînées de lumière et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.